Mais lui, si son objectif c'est de prendre le Kivu, il le prendra, que vous le vouliez ou non, et vous pouvez signer tous les accords que vous voulez avec lui, il ne les respectera jamais, comme il l'a déjà fait en 1993. Voilà donc la figure que vous ne connaissez pas, qui a participé à la déstabilisation du Congo, qui a mis le Congo dans la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui. Ensuite, Monsieur Roger Winter, évidemment, sera décoré, comme vous le voyez, la haute distinction du Rwanda pour service rendu. Beaucoup d'officiels congolais à ce moment-là, zaïrois, ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que moi je vais comprendre là? C'est que, en fait, cette pression des réfugiés est ce que moi j'ai qualifié d'invasion masquée. Parce qu'on ne vous attaque pas frontalement, on pousse les réfugiés chez vous et on va vous dire que vous avez des génocidaires chez vous. Et donc ces génocidaires méritent qu'on vienne les chercher. Je ne sais pas pourquoi ils ne demandent pas aux Congolais de régler le problème. Eux, ils veulent venir militairement sur le territoire en sachant bien qu'ils violent la souveraineté du Congo. Et je décide donc de prendre un petit avocat togolais qui était secrétaire de la conférence à Paris. On monte le dossier, on prépare, fournit 4000 documents de preuve et j'ai parmi mes témoins le colonel Luc Marshall qui était le commandant de la force des Nations Unies au Rwanda. 2 jours avant la tenue du procès, Paul Kagame et son avocat envoient une lettre de désistement et de l'État rwandais et de Paul Kagame lui-même. Mon avocat est content, ils se disent qu'on a gagné, mais moi je suis mécontent. Et mon avocat ne comprend pas pourquoi, quand un chef d'État abandonne une poursuite contre vous, vous devez être fier. Moi, j'ai un problème, c'est que je n'ai pas pu prouver que, eh bien, les 2 chefs d'État qui ont été tués par les troupes de Kagame. Il n'y a pas eu de débat judiciaire. Alors, évidemment, je décide donc de continuer mon travail. Et là, je deviens l'ennemi public numéro 1 du Rwanda. Eh bien, je décide donc en 2005, je publie un autre livre qui n'est pas là parce que je n'aime pas étaler tout ce que je fais. Je publie un deuxième livre sur le tribunal pénal international pour savoir pourquoi le tribunal pénal international ne travaille pas sur ce dossier. Je vous rappelle qu'une résolution des Nations Unies qui a à l'origine de la création du tribunal pénal international avait stipulé que le tribunal avait vocation à poursuivre, à mener des enquêtes sur tous les crimes, je dis bien, tous les crimes qui avaient été commis au Rwanda entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994 avec les pays voisins. Vous comprenez bien que le Congo était concerné par la résolution du Conseil de sécurité concernant les procès du tribunal pénal international. Comme vous le savez, le tribunal pénal international n'a jamais mené une enquête sur le Congo pendant ce procès. Deuxième élément, le procureur a décidé de retirer la date du 6 avril du calendrier puisque aucune personnalité n'a été poursuivie pour l'affaire de l'attentat. Pourtant, dans tous les actes d'accusation du tribunal, l'attentat était considéré comme l'événement déclencheur du génocide. Question de logique intellectuelle, puisqu'on est en science ici, comment pouvez-vous poursuivre les auteurs du génocide sans chercher à poursuivre ceux qui sont à la cause du génocide? Évidemment, on n'a jamais eu de réponse. J'ai eu à rencontrer personnellement tous les acteurs, enfin une grande partie des enquêteurs du tribunal pénal international, notamment M. Michael Reagan, qui était un avocat australien qui travaillait pour le bureau du procureur, qui m'a expliqué effectivement que le procureur, Mme Louise Arbour, qui était une Canadienne, était d'accord de recevoir cet élément qu'il avait pu recueillir, mais lorsqu'il a expliqué que ce sont les membres du FPR qui lui ont expliqué comment ils ont abattu l'avion du président, Mme Louise Arbour a changé de position en disant que ses propres enquêteurs n'étaient pas crédibles. Alors, quand Mme Louise Arbour a quitté le tribunal pénal international, elle a avoué finalement que Paul Kagame avait exercé de grandes pressions sur le tribunal pour que ça ne se fasse pas. Deuxième élément important, c'est qu'en 2005, je décide donc, pendant que je fais donc ce travail, je vais rencontrer à La Haye le procureur Carla Delpombe.
Alors, le procureur Carla Del Ponte, que vous connaissez, femme courageuse, qui a travaillé sur beaucoup de dossiers concernant les narcotrafiquants, etc., me reçoit dans son bureau à La Haye. Et je viens avec mon petit magnétophone en demandant, bon, pas très sûr de moi, en disant, en général, à ce niveau, on ne va pas accepter que vous enregistrez. Je demande au procureur Carla Del Ponte si je peux enregistrer nos échanges. Elle me dit, monsieur Nana, je vous connais, j'ai vu vos travaux, je vous autorise à enregistrer tout ce que je vais dire. Et c'est là que pour la première fois, elle me confie que Paul Kagame s'est opposé à ce qu'elle mène des investigations contre les éléments Tutsi de l'armée patriotique rwandaise qui avaient commis des crimes au Rwanda pendant cette période. Et elle m'a dit qu'elle avait identifié entre 6 et 9 fausses communes dans lesquelles il y avait de nombreux massacres. C'est qu'il y a un enquêteur américain, monsieur, qui avait des enquêtes et qui est arrivé à la conclusion que le FPR avait commis, le Front patriotique rwandais de Paul Kagame, l'armée patriotique avait commis un génocide. Et Carla Del Ponte a demandé si elle pouvait, aux Nations Unies, si elle pouvait avoir M. Gersony, l'enquête de M. Gersony. On lui a pas d'enquête de M. Gersony. Bon, elle a cherché à... de l'ONU, M. Kofi Annan, qui lui a dit il n'y aura pas de rapport Gersony dans les dossiers du tribunal pénal international. Quelque temps après, Mme Carla Del Ponte était évincée de son poste. Alors, mon deuxième livre que j'ai publié il n'y a pas longtemps, sur Enquête sur un attentat, qui reprenait en fait toutes les enquêtes internationales qui ont été faites sur cette affaire. Parce que la justice française a abouti à un non-lieu, ça je peux revenir sur les... En était pas, si vous voulez. J'ai essayé de montrer comment différentes enquêtes étaient faites en France, à New York, l'auditorat militaire belge et en Espagne. Ils sont tous aboutis à la conclusion que ce sont les troupes de Kagame qui ont abattu l'avion. Mais finalement, en France, on a décidé qu'il y avait non affaire classique. Alors, moi, depuis mon premier livre, je fais un lien entre les événements du Rwanda et les événements du Congo. Et d'ailleurs, je me souviens que lorsque j'ai publié mon livre en 2002, beaucoup d'amis congolais me disaient, mais on ne comprend pas très bien ce chapitre-là, qu'est-ce qu'il fait là? Vous parlez de l'enquête sur l'attentat et puis vous mettez le Congo qui était intitulé Kagame et la guerre des diamants au Congo. À l'époque, on ne parlait pas de Congo. Mais parce que j'étais en contact avec l'envoyé, une amie à moi qui était l'envoyé spécial de Clinton, Mme Cynthia Makini, que certains Congolais connaissent bien, parce qu'elle a suivi, elle était venue ici lorsque M. Bill Richardson avait donné l'ultimatum au président Mobutu de quitter le pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on arrive au deuxième point, qui est le plus important pour vous, mais c'est important que vous ayez l'autre partie en tête parce que vous allez voir comment les choses se recoupent et comment elles vous amènent à être paralysés. Qu'est-ce que je découvre dans les archives de l'Élysée? Je me rends compte qu'en fait, pour comprendre la déstabilisation du Congo, il faut faire beaucoup de recherches. Et moi, ce que je veux faire à ce moment-là, c'est pas de relire simplement les travaux de chercheurs, c'est pas d'écouter certains spécialistes qu'on dit du Congo en Occident, etc. Moi, je veux mettre la main sur les centres de décision, là où on décide de la politique étrangère de l'Occident et en particulier sur les affaires du Congo. Et je vais avoir accès, bien sûr, à certains documents du Pentagone, grâce à mon ami Cynthia Makini, et à d'autres amis aux États-Unis que je connais très bien, dont je ne révélerai pas l'identité ici, parce que certains sont encore en fonction, bien entendu. Et j'ai la chance d'avoir les archives de l'Élysée. À l'époque, les gens en France, certains dans les milieux politiques, savaient que j'étais quelqu'un de très, je dirais, de correct. Que surtout, je n'avais pas de conflit d'intérêt au Congo, ni au Rwanda. C'est-à-dire que
j'ai pas de femme rwandaise, j'ai pas de femme congolaise, j'ai pas d'hirondelle, j'ai pas des problèmes des participations dans les mines au Congo, donc je ne finance pas une partie du café ou du thé au Rwanda, donc on ne me trouvera aucun conflit d'intérêt là-bas. Donc, j'ai accès aux archives de l'Élysée. Et je voudrais vous lire quelques extraits qui me paraissent très importants pour comprendre comment votre pays va rentrer dans la spirale de l'enfer. Alors, une note qui est adressée au président Mitterrand le 17 février 1993, c'est une note de son conseiller chargé des questions africaines, M. Bruno Delay, qui écrit ceci au président Mitterrand. Zaïre, pression sur le président Mobutu. Les Américains ont, j'ouvre les guillemets, les Américains ont, à titre indicatif, dressé une liste de sanctions qui pourraient être prises à l'encontre du maréchal et de ses proches dans les domaines économiques, par exemple, interdiction d'accès aux comptes de l'État zaïrois, par le président de la République en exercice, évidemment, dans les banques européennes et américaines. Saisissez bien. C'est la fin de la parenthèse. Politique, non-reconnaissance sur le plan politique, non-reconnaissance de Mobutu comme chef de l'État s'il est destitué par le Haut Conseil de la République, soumission du problème zaïrois aux Nations Unies, rappel des ambassadeurs en poste à Kinshasa, pas rappel de l'ambassadeur américain, mais rappel des ambassadeurs à Kinshasa, et limitation ou refus de visa de l'entourage du président. C'est un président qui est en exercice et qui a été soutenu pendant 32 ans par les États-Unis. Deuxième point, c'est toujours la note, il dit, dans cette affaire, il faut bien voir que nous, les Français, ne poursuivons pas tout à fait le même objectif que les Belges ou même les Américains. Un, les Belges veulent ouvertement régler leur compte à Mobutu. Donc on n'est pas là dans des affaires d'État, machin, on veut régler des comptes personnels à quelqu'un. Bon, c'est écrit. Les Américains affichent une ligne agressive, mais sont des pragmatiques, soucieux avant tout de leurs intérêts. Il n'est pas exclu qu'ils parviennent à un arrangement avec Mobutu. Et du côté de la France, le problème du Zaïre n'est pas seulement Mobutu, mais le système Mobutu. Pillage du pays, corruption généralisée, gestion catastrophique d'un pays pourtant doté de ressources extraordinaires, dont le PNB par habitant est maintenant au niveau d'Haïti. Ne pas choisir, et ça c'est le conseil, la suggestion du conseiller, du président Mitterrand, ne pas choisir une logique de confrontation, mais celle d'une transition en douceur qui permette une marginalisation progressive de Mobutu et l'émergence d'une nouvelle génération de cadres zaïrois qui existe et qui peut sortir le pays du vieux dilemme Mobutu ou le chaos. Donc, vous allez voir que ces éléments, évidemment, sont précisés dans cette note que j'ai lue. La note donc, et le président Mitterrand dit oui, il est d'accord avec cette position. Nous sommes en février 1993. Paul Kagame est en train de mener des actions militaires au Rwanda pour prendre le Rwanda, et les Américains sont déjà en train de faire pression sur le président Mobutu pour qu'il quitte le pouvoir. Et Washington dresse donc une liste de sanctions, je vous en ai cité quelques-unes là tout à l'heure, pour faire partir le président du Zaïre. Donc, avant la chute du président Habyarimana, l'attentat 1994, il est déjà décidé que dans votre pays, le président doit partir. Et j'arrive donc au point suivant. Donc, alors, quelle est donc la méthode qui va être utilisée pour déstabiliser le Congo? Donc j'ai analysé l'offensive militaire de l'armée patriotique rwandaise de 1990 à 1994 à partir des cartes d'état-major, donc qui sont des sources précises, le renseignement militaire belge, la CIA, la direction de renseignement militaire français, le renseignement militaire rwandais et la MINUAR. Eh bien, je peux vous assurer que j'ai des tonnes de documents concernant toutes ces sources-là. Donc, ce que je dis ici, je peux vous mettre une source à chaque ligne. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne m'attaque jamais sur le fond du travail, on m'attaque toujours pour dire qu'il est négationniste, il est anti-machin. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Ensuite, donc, on va donc arriver progressivement sur
ce qui est les cartes. Alors ça, c'est la carte de M. Antirens, qui était le coopérant militaire belge, l'attaché militaire belge au Rwanda depuis 1990 jusqu'en 1994. Donc il a suivi effectivement les opérations. Et vous allez voir que le Rwanda attaque vers le haut dès 1990, donc venant d'Ouganda, pour occuper le Rwanda. Parce que pour comprendre comment votre pays va être dans la situation actuelle, ce n'est pas ici que j'ai cherché à comprendre, c'est à partir du Rwanda. Et vous allez vite comprendre comment ça se passe. Deuxième carte, évidemment, donc c'est monsieur le lieutenant-colonel Antirens. Donc ça, c'est une carte qui est tirée de l'état-major belge, donc ils ont ces éléments. Vous voyez que les attaques viennent de l'Ouganda vers le Rwanda. L'autre carte, allez-y. Alors, c'est toujours la même carte qui permet de montrer entre 1990, ça c'est la carte de le 21 février 1993, qui montre la progression de l'armée patriotique rwandaise qui menace d'aller vers Kigali pour prendre la capitale. Donc évidemment, c'est là où le Zaïre était intervenu avec l'aide de la France pour éviter effectivement que le pays soit déstabilisé. L'autre, la carte suivante. Alors, ça c'est la carte de renseignement des services de renseignement militaire rwandais qui montre effectivement comment l'OFPR commence à prendre la zone à partir du nord, à contrôler le pays à partir du nord. Et ça en 1993, 1993. Je l'ai dit pour qu'on puisse avoir le temps. Alors ça c'est très intéressant parce qu'entre 1990 et avril 1994, ça c'est une carte qui récapitule non seulement ce que nous avons vu précédemment, mais qui vous montre également, mais très concrètement, quelle est la stratégie militaire que va utiliser Paul Kagame et son armée pour prendre le pays. Écoutez, pourquoi je fais ce travail sur les cartes militaires? Parce qu'on n'est pas là en train de faire de la spéculation. Pour les militaires qui sont dans la salle, ils savent très bien que, généralement, l'action militaire est le résultat d'une recommandation politique. C'est-à-dire que si vous avez le décryptage et le déchiffrage de l'action militaire, vous comprenez quels sont les objectifs politiques qui sont poursuivis. Et alors là, comment le FPR attaque le Rwanda en 1994? Vous aurez vu que depuis 1990, ils attaquent par le nord, mais là en 1994, c'est-à-dire au mois d'avril, ils passent par le côté est et ils commencent à prendre le pays dans ce sens et ils vont commencer donc. Et donc la pression des populations se fait comme ça et comme ça. La suite de la carte. Alors, là c'est les cartes de la CIA. Donc vous voyez donc que les cartes de la CIA vous donnent exactement la même configuration que les cartes de l'état-major belge, que les cartes du renseignement rwandais, et effectivement considère que l'OFR attaque comme ça. Et vous voyez la dernière carte, eh bien, ils viennent aussi de ce côté-là pour attaquer les populations et les choses vont continuer dans cette direction. Alors, nous sommes toujours dans le cadre du renseignement rwandais, c'est l'occupation territoriale du pays, et vous voyez qu'ils commencent à encercler les populations comme ça pour les envoyer de ce côté. La suite de la carte. Bon, évidemment, là, nous sommes... donc, le pays commence à être contrôlé, évidemment, par le Rwanda. Donc, vous voyez, tout ça, c'est les armées rwandaises qui commencent à prendre ce territoire, et les populations sont en train d'être poussées de l'autre côté. La suite de la carte. Bon, c'est toujours le même phénomène. Vous commencez à avoir le détail ici. Alors, le gouvernement qui était à Kigali, de Hutu, fuit, maintenant va se retrouver, il va continuer vers la route vers Gisenyi, il se met d'abord là et puis il va aller sur Gisenyi. On a la suite. Alors, au moment de l'opération turquoise, voilà quelle est la situation. Comme vous le savez bien, le commandement militaire de la force turquoise est venu à se baser à Goma. Mais pourquoi Goma? Et là, je tords un peu le cou ici toutes les accusations qui ont été portées contre la France sur l'avoir soutenu. Je peux documenter solidement tout cela, et d'ailleurs personne ne m'attaque sur cet aspect des choses, en dehors de dire que M. Nana soutient la France. Mais non, je fais de la science. Si la France a tort, je dirais qu'elle a tort et je démontrerai, s'ils ont raison, je démontrerai qu'elle a raison. Bon, alors, pourquoi la France vient là? Eh bien, vous savez qu'en 1993-1994, au moment où se tiennent ces événements, il y a au niveau de la France un président socialiste et un premier ministre de droite.
Les deux ne sont pas d'accord sur la façon de piloter le dossier. Et pour le Premier ministre Balladur, il faut installer les troupes à Goma, parce qu'à Goma, il n'y aura pas de risque de tension militaire entre le FPR et les troupes françaises, la force multinationale. Problème peut-être de naïveté ou peut-être de méconnaissance des enjeux au plus haut niveau. Ça peut paraître étrange, mais ça arrive que les hommes politiques au plus haut niveau ne maîtrisent pas vraiment les enjeux. C'est récurrent, j'ai remarqué ça. Et ils sont très compétents peut-être dans les dossiers qu'ils traitent au quotidien, mais quand ça devient complexe et qu'il faut faire appel à des expertises un peu difficiles, ils sont parfois limités. Et c'est pour cela que je recommande aux politiques de souvent recourir aux scientifiques qui ont le temps de faire le travail de recherche pour leur apporter des éclairages. Alors, donc, voilà comment il va commettre la première erreur ici, enfin, une erreur fatale que la France va commettre ici, c'est d'installer les gens là. Mais ils ne savent pas que tout ce qui a constitué ces attaques militaires, cette façon de jouer, eh bien, c'est parce que la région... comment il a appelé ça, le professeur? J'avais l'expression, il disait c'est la zone... Voilà. On vise la zone sinistrée. Mais quand vous venez mettre une force multinationale dans la zone sinistrée, vous comprenez que les stratèges militaires deviennent très nerveux. Ils disent, mais alors, parce que le président Mobutu est encore à Kinshasa ici. Bon, si le président Mobutu demande aux Français de ne pas bouger, tout le travail qui a été fait là tombe à l'eau. Donc, la zone sinistrée reste au Congo et personne ne va avoir la possibilité d'aller attaquer militairement cette zone-là. C'est là que va donc se déclencher toute la campagne anti-française qui va amener les Français à quitter, effectivement, avec l'opération turquoise. Mais que se passe-t-il au mois de juillet? Le 22 juillet, le président Bill Clinton signe un décret qui demande effectivement que, eh bien, une opération militaire soit organisée, mais pas une opération militaire, s'il vous plaît, une opération humanitaire. Je reviendrai là-dessus. La suite. Alors, l'occupation territoriale des troupes du FPR au mois de juillet 1994 est donc celle-ci. Donc, vous voyez que ici, ça, c'est les zones occupées par le FPR. Donc, voilà les gens qui sont militairement en voie d'extermination. C'est-à-dire que, bon, ça, c'est l'armée Tutsi qui est en train d'être exterminée. Parce que, en fait, vous aurez remarqué qu'on a organisé sciemment une confusion entre les civils Tutsis qui ont été victimes de massacres et d'extermination et les rebelles Tutsis qui, eux, menaient la guerre sur le plan militaire. Il y a une confusion là. On ne veut pas préciser les choses de cette façon-là parce que si vous confondez objectivement les civils qui sont victimes de massacres, massacres dans lesquels vous êtes des acteurs militaires actifs, parce que vous êtes Tutsi, vous vous mettez avec ces civils-là en donnant l'impression que vous subissez le même sort, vous comprenez que la propagande a été efficace. Parce que les gens n'ont pas eu cette distinction que les scientifiques peuvent faire assez facilement. Donc voilà donc ces gens qui sont en capacité, dont les Tutsis sont en voie d'extermination bien entendu, et la carte, et là vous allez vous rendre compte que il y a il y a deux chercheurs américains, le professeur Stamp et Davenport, qui sont des professeurs de l'université du Michigan, qui sont des professeurs de sciences politiques, sont arrivés à la conclusion que, au fur et à mesure que les Tutsis étaient exterminés, au fur et à mesure que l'armée rwandaise avançait, les forces armées de l'APR, de l'armée patriotique rwandaise de Paul Kagame, avançaient sur le territoire, les Tutsis étaient victimes d'exactions et par les Hutus. Mais lorsqu'ils ont fait cette démonstration à Kigali, on leur a donné 24 heures pour quitter le territoire. C'est les Américains. Donc, alors, ça devient intéressant. Non, c'est la carte qui vient après. N'allez pas très vite. Bon, alors, vous voyez que la situation militaire au 9 août, et je reviendrai sur l'affaire du président Clinton tout à l'heure, voilà la situation militaire. Vous voyez toutes ces enveloppes-là. Les militaires de l'état-major comprennent très très bien les enveloppes, ce que ça veut dire. C'est l'occupation militaire du FPR. Et vous aurez remarqué que Gisenyi Goma
Vous avez beaucoup d'enveloppes. Merci. Vous avez beaucoup d'enveloppes. Là, l'OFPR est au bord de votre pays, en position renforcée. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pendant qu'il mène donc cette offensive militaire, vous voyez qu'il n'y a plus de Hutu, hein, l'armée Hutu n'est plus là. Il quadrille, l'OFPR, au mois d'août 1994, quadrille militairement quasiment tout le Rwanda. Ils ont poussé les populations ici, qui sortaient par Goma, et une autre partie de la population sortait par Bukavu. C'est comme ça que le Congo va être progressivement, sous la pression militaire, menacé d'invasion. Alors, la suite, c'est s'il vous plaît le... Alors là, le Congo est mort. Mais beaucoup d'officiels congolais à ce moment-là, zaïrois, ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que moi je vais comprendre là? C'est que, en fait, cette pression des réfugiés est ce que moi j'ai qualifié d'invasion masquée du Congo. Parce qu'on ne vous attaque pas frontalement, on pousse les réfugiés chez vous et on va vous dire que vous avez des génocidaires chez vous. Et donc ces génocidaires méritent qu'on vienne les chercher. Je ne sais pas pourquoi ils ne demandent pas aux Congolais de régler le problème. Eux, ils veulent venir militairement sur le territoire en sachant bien qu'ils violent la souveraineté du Congo. Et donc, on a donc tous ces camps de réfugiés. Vous voyez, il y a 1 million environ de population au Zaïre, 900 000 Rwandais, etc. Carte suivante. Je vais aller vite maintenant pour qu'on puisse... Alors, voilà les organisations humanitaires qui sont au Congo et au Rwanda. Mais pourquoi ils se taisent depuis des années? Et ils commencent tous à dire oui, il y a des génocidaires là-bas. Ils tiennent le même discours que l'OFPR. Et je lis, effectivement, je suis tombé sur les rapports internes de Médecins Sans Frontières, parce que j'ai pu obtenir toujours les documents et les preuves. Quand l'OFPR tuait les Hutus qui travaillaient pour Médecins Sans Frontières, on ne disait rien. Mais quand l'armée gouvernementale Hutu tuait les Tutsis, on disait qu'il y a extermination. J'ai ça dans les documents internes de Médecins Sans Frontières. Carte suivante, s'il vous plaît. Alors, j'ai remis les photos parce que beaucoup de Congolais ou de jeunes Congolais qui sont dans la salle ne savent pas que c'est ça que le Congo va affronter en 1994. C'est ça. Donc, carte suivante. Vous voyez, les Français sont dépassés par le nombre de réfugiés, des gens qui quittent le pays en masse pour entrer dans le Congo. Donc, ils disaient que les Français étaient... c'est eux qui ont poussé les gens à aller... C'est pas sérieux. Quand on venait de faire la démonstration sur le plan militaire, vous comprenez que les soldats français sont dépassés. Comment ils peuvent contenir tous ces gens? Carte suivante, s'il vous plaît. Voilà ce que le territoire zaïrois va recevoir comme réfugiés. Donc, Monseigneur est ici, il aura peut-être l'occasion de vous dire, ça dépassait toutes les capacités d'accueil du Congo-Zaïre à l'époque. Carte suivante. Voilà ce qu'on va retrouver sur le territoire zaïrois. Et là, personne ne dit rien en disant que ces gens ont vocation à rentrer chez eux. Je peux revenir sur les détails. Hein. J'ai une amie japonaise qui travaillait au sein de HCR. Pour les chercheurs, c'est important de noter le nom, Madame Masako Yonekawa, qui a travaillé, fait un très bon livre sur les réfugiés rwandais au Congo. C'est très important, un travail de recherche très important, très bien documenté. Alors, la suite des opérations. Alors, je reviens donc à notre cher ami Roger Winter, que vous ne connaissez pas, ce que j'appelle l'acteur de l'ombre. Alors, ce monsieur qui était en 1996 en train d'organiser une réunion, vous allez le retrouver au Congo, dans l'affaire du Congo, en train de travailler avec Laurent Désiré Kabila à Kigali à mettre les rebelles, dont les Banyamulenge, qui avaient décidé
de combattre le maréchal Mobutu, ou en tout cas qui revendiquaient leurs droits, parce que c'était ça, les choses étaient formulées comme ça, même si par la suite c'est devenu une tentative de renverser le maréchal. Donc Roger Winter va organiser ces gens-là à Kigali. Et j'ai un certain nombre de documents le concernant, c'est pas un souci. Et lors de ces auditions au Congrès, M. Winter organise des contacts entre les rebelles et les autorités de Washington à Kigali avant leur attaque contre le Congo en 1996, qui était considérée comme ce que les Congolais considèrent comme la première guerre du Congo. Mais pour moi, la deuxième guerre du Congo. Hein. Bon, dernier élément, ensuite des éléments. Voilà donc la figure que vous ne connaissez pas, qui a participé à la déstabilisation du Congo, qui a mis le Congo dans la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui. Ensuite, M. Roger Winter, évidemment, sera décoré, comme vous le voyez, la haute distinction du Rwanda pour service rendu. Ensuite, je vous parle donc, pour finir, de deux opérations. Le président Clinton signe au mois de juillet 1994 une mission humanitaire, comme je vous disais tout à l'heure, mais en fait qui est une mission militaire puisqu'elle porte le nom de code de Opération Support Hope. Soutenir l'espoir, donner de l'espoir, etc. Et pour être bref, parce que j'ai une petite surprise pour vous, l'opération Support Hope ne figure dans aucun document. Vous ne le verrez nulle part. C'est quand j'ai publié mon livre, je crois, sur le rapport entre la France, le rôle de la France, machin, que j'ai décortiqué cette affaire en montrant comment toutes les armes ont été envoyées en Ouganda avec des forces spéciales américaines, et de l'Ouganda, ils ont tout transféré à Kigali. 94, mois de juillet et le mois d'août. L'attaché militaire américain qui était à Kinshasa a été dépêché à Kigali. Pour aller faire quoi? Selon ses propres dires, j'ai les preuves et les documents, former les officiers de l'armée patriotique rwandaise. L'opération Gabriel, qui est une opération britannique, aussi vous ne trouvez ça nulle part, qui est supposée être une opération humanitaire. La question que je me pose, c'est l'opération turquoise est créée le 22 juin 1994. Pourquoi tous ces gens ne viennent pas dans l'opération turquoise, puisque ce sont des pays membres du Conseil de sécurité, participer à la mission pour que tout le monde voit effectivement ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent faire un peu d'action clandestine, ils ont la capacité de contrôler les Nations Unies, et donc ils peuvent mener un peu le boulot discret au sein des Nations Unies. Mais non, ils ont pris, parce qu'ils savaient que le contrôle de l'armement dont le FPR avait besoin pour renforcer sa position militaire était important. Il fallait donc effectivement les mettre dans la discrétion et sous leur pouvoir discrétionnaire. Alors, voilà, je vous révèle là une carte d'état-major très intéressante qui explique qu'est-ce qui va se passer avec votre pays, pourquoi on est dans le silence. Voilà, vous avez les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, le Canada, qui sont là. Regardez les États-Unis, à Goma et à Kigali, pour renforcer l'action du FPR avec le nombre de personnes. Donc, c'est une carte du renseignement militaire que j'ai obtenue et qui permet effectivement d'expliquer en quoi consistait effectivement l'action de Support Hope et de l'opération Gabriel. Et pour aller à la suite, eh bien, les médias étaient aussi là. Mais on n'a jamais parlé de l'action secrète des États-Unis à ce moment. Et donc, j'en ai terminé.